Grande joie pour moi de vous retrouver ce soir dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'enrôlement des électeurs débutera mi-décembre 2022. Vous avez compris qu'on parle processus électoral et cette annonce a été faite par Denis Kadima. Le président de la centrale électorale l'a affirmé en atelier de change sur l'identification et enrôlement des déplacés internes et des Congolais de l'étranger. Des échanges dont les éléments concrets sont attendus avant les débuts de cet exercice. La semaine dernière, on a assisté à la signature de contrats entre la CENI et son fournisseur de kits électoraux, la société coréenne Miru System. En justice, l'affaire Jean-Marc Kabound contre le procureur près la Cour de cassation. La première audience du procès aura lieu ce 5 septembre 2022 à la Cour de cassation. Dans l'entretemps, le député national est toujours retenu à la prison centrale de Makala en dépit de sa mise en résidence surveillée prononcée il y a plusieurs jours déjà. L'Alliance pour le changement, parti cher à l'ancien président ad intérim de l'UDPS, projette une marche pour le lundi 29 août à Kinshasa. Quelques jours seulement nous séparent de la date prévue pour le début du procès de Jean-Marc Kabound. L'ancien président ad intérim de l'UDPS, parti du pouvoir, sera jugé devant la Cour de cassation le 5 septembre prochain pour outrage et pour avoir tenu des propos jugés offensants à l'encontre du chef de l'État lors d'une conférence de presse organisée par lui-même pour lancer sa plateforme Alliance pour le changement le 18 juillet dernier. La citation à comparaître lui transmise le 23 août dernier stipule également que Kabound a porté atteinte à l'image du gouvernement congolais et qu'il a comparé à un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Entre-temps, le parti politique Alliance pour le changement, cher à Jean-Marc Kabound, dénonce la détention arbitraire et illégale de son président au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa et a adressé au gouverneur de la ville de Kinshasa une correspondance pour lui annoncer une marche pacifique le lundi 29 août prochain pour exiger la libération sans condition de son président national. Pour rappel, le député national Jean-Marc Kabound a été assigné en résidence surveillée sur décision de la Cour de cassation mais n'a jamais regagné sa demeure pour raison de surveillance. Un mois, jour pour jour, ce 26 août, depuis l'incarcération de Jimmy Kitenge, le secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, placé en détention à la prison centrale de Makala après un long séjour aux locaux de l'ANR. Son parti, le PPR, décrit à une tentative de musellement de l'opposition et fustige en même temps la justice qu'il qualifie à double vitesse. C'est l'essentiel de propos d'Aristote Ngarimé, secrétaire national adjoint à la communication du parti de Joseph Kabila. Il n'y a pas les droits dans ce dossier. C'est une affaire politique. Jimmy Kitenge, c'est le prisonnier politique de Félix Tshisekedi. D'abord, on dit à Jimmy Kitenge qu'il propageait des faux bruits. On parle de faux bruits, on parle de outrage au Parlement, alors que le Parlement ne s'est pas plaint, mais on parle quand même de outrage au Parlement. On évoque également offense au chef de l'État. Ça fait aujourd'hui un mois depuis que Jimmy Kitenge a été enlevé, madame, par les agents de l'ANR. Jimmy Kitenge a fait 10 jours dans les cachots de l'ANR. Jimmy Kitenge a été torturé. Jimmy Kitenge a été transféré à la Cour de cassation, amené au parquet. Et aujourd'hui, Jimmy Kitenge a été transféré à la prison centrale de Makala. Un mois aujourd'hui. Donc nous avions demandé la liberté provisoire de Jimmy Kitenge. On ne lui accorde pas. Alors que nous savons que des gens répités pour un coup d'État, mais ils sont aujourd'hui dehors. Nous connaissons des gens répités pour le détournement des fonds de 100 jours. Ils sont dehors. Mais Jimmy Kitenge, c'est un dossier politique. Perdez, nous nous sommes dit, on a arrêté un ami pour nous faire taire. On a arrêté Jimmy Kitenge pour nous intimider. On a arrêté Jimmy Kitenge pour supprimer la communication du PPRD. Et nous n'allons pas céder. Certes, Jimmy Kitenge est arrêté, Jimmy Kitenge à Makala, mais nous continuons à dénoncer, à dire que ce régime, c'est un régime des jouisseurs, c'est un régime des incompétents, c'est un régime des amateurs. Et nous continuons à dénoncer jusqu'à ce que nous allons arriver aux élections pour faire partir démocratiquement ces pouvoirs. Nous sommes en train de nous organiser au niveau de toutes les fédérations pour faire des marches, des revendications, des actes civiques pour en effet réclamer la libération de Jimmy Kitenge sans condition.
Toujours en justice, sachez que les avocats de la société Katanga Première, dont est actionnaire le député national Zoé Kabila, frère de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, étaient en conférence de presse ce jeudi, au cours de laquelle ils ont apporté de la lumière sur le déguerpissement de cette entreprise de ce locaux mardi dernier. Le conseil de Katanga Première est revenu sur l'historique de l'acquisition de ces bâtiments dont ils sont les quatrièmes acquéreurs et qui s'est retrouvé réaffecté 30 ans après dans le domaine de l'État en violation de l'article 210 de la loi foncière avant de fustiger ce énième déguerpissement qu'il qualifie d'illégal. Les propos vous ont été recueillis ici par Bob Toko. Cette parcelle ne fait plus partie du domaine privé de l'État depuis 1989. À l'époque où la parcelle était occupée par l'auditeur général Kundo. C'est en ce moment-là que l'État, la République du Zaïre, avait cédé cette parcelle à M. Kundo. Et M. Kundo a obtenu les certificats d'enregistrement. Et celui-là, dans sa liberté, a vendu cette parcelle à d'autres personnes. Et Katanga Premier est quatrième acquéreur de cette parcelle. Donc Katanga Premier n'a pas spolié la parcelle par ce qu'on dit par M. Zoé. Non, Katanga Premier a obtenu cette parcelle par une vente régulière. En éducation, début jeudi 25 août de la publication des résultats des examens d'État 2021-2022 à Kinshasa, l'annonce est du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui précise que les résultats de Kinshasa, Tchangou, Kwilu 1, Kwilu 2, Mongala 1 et Équateur 2 sont désormais disponibles chez les opérateurs téléphoniques en RDC. Stéphanie Pagna était sur terrain pour vivre l'ambiance dans les rues de Kinshasa envahies par les lauréats. Suivez. Ce sont des têtes poudrées que l'on croise ça et là. Ici, nous sommes à Tchangou. La publication des résultats d'examen d'État a fait le bonheur de ceux qui ont réussi. Je suis tellement contente, très contente. L'examen s'était bien passé. J'ai fait bien les examens, mais aujourd'hui je suis tellement contente. J'ai réussi. Aujourd'hui on m'appelle si je suis diplômée. Le moral abattu, le non heureux de ces instants, un bouc émissaire, mais reste reconnaissant des efforts des parents dans un contexte social incertain. Je rends grâce à Dieu pour cette réussite. À l'école où j'ai présenté, il y en a qui ont échoué, mais à moi, il a accordé la réussite. Je suis jeune, je me suis donnée aux études, j'étudiais normalement, je me suis concentrée. Mes parents se sont même surpassés pour me payer les frais scolaires. Mais à la publication, j'ai échoué. J'ai mis les codes des amis, mais le mien n'a pas marché du tout. Aucun résultat. La publication par télécom interposée se fait à la vitesse. Les résultats restent cependant, pour certains, pas encore connus. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu où les opérateurs économiques ont repris normalement ce jeudi 26 août leur activité dans la ville de Goma après le déploiement d'un dispositif de la police sur plusieurs artères de la ville afin d'empêcher toute manifestation anti-MONUSCO prévue pour jeudi 25 août et vendredi par la synergie de mouvements des citoyens et interdite par la maire. En Ituri, le chef des missions de l'Organisation internationale des migrations en RDC félicite les FARDC pour la réouverture et la sécurisation de plusieurs axes routiers en cette période d'état de siège. Déclaration faite par Fabien Sambouzi autour d'une visite dans les camps de déplacés d'Irumu, Mahagi et Djougou. Sous l'état des sièges en Ituri, la réouverture et la sécurisation par les forces armées de plusieurs axes routiers, jadis infréquentables suite à l'insécurité, ont permis aux différentes organisations non gouvernementales et certaines agences du système des Nations Unies d'intensifier leurs activités en territoire de Djougou, d'Irumu et de Mahagi
en faveur notamment de déplacés. Les cas de l'Organisation internationale pour l'immigration, dont le chef de mission Fabien Sambisi, reçu ce mercredi par le gouverneur de Provence, félicite les forces armées pour cette avancée significative. Ce que l'on remarque très récemment, c'est une amélioration de la situation sur certains axes qui était très important pour nous. La sécurisation, entre guillemets, mais l'amélioration de la situation sur la route nationale 27 par exemple, est quelque chose qui est essentiel pour que l'on puisse avoir accès aux populations déplacées de ces zones-là, des territoires de Djougou, Mahagi. Et sans accès, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Donc l'amélioration de la situation et le travail qui a été effectué par son Excellence nous a permis de pouvoir continuer et d'avoir de bonnes perspectives quant à l'amélioration et à l'augmentation de nos activités sur ces axes-là. Hormis la route Bunia-Mahagi de la RNV7, considérée comme étant l'épine dorsale de l'économie de la province de l'Ituri, les axes routiers Bunia-Komanda, Bunia-Kunda, jadis en proie de l'insécurité, sont en séjour sécurisés par l'armée et le trafic est fluide la journée, tout comme la nuit, sur ces routes. À cela s'ajoutent les tronçons Bunia-Kassenyi, infestés des coupeurs de route avant l'instauration de l'état de siège, mais sécurisés et stabilisés sous ce régime spécial. Toujours en Ituri, Corneille Nangaa, ancien président de la commission électorale indépendante, est en visite à Bunia où il sensibilise la population locale sur la paix et le développement. Il a été reçu jeudi 25 août par le gouverneur militaire de cette province. C'est un reportage de la presse militaire d'Ituri. La province de l'Ituri a besoin de respirer la paix afin de faciliter son développement. Message de Corneille Nangaa Iyobeluo, ancien président de la CENI, reçu ce jeudi à Bunia par le gouverneur militaire, lieutenant-général Boyaka Chama Johnny. Nous sommes venus contribuer à la paix parce que nous ne pouvons pas rester silencieux devant les affres et devant les problèmes que connaissent nos frères dans cette partie du territoire national. Et au lieu de penser à la tuerie, qu'on commence à parler développement. Au lieu de parler guerre, qu'on parle développement. Au lieu de parler massacre, qu'on parle désormais développement. Il s'est dit flatté du travail abattu pendant cette période de l'état de siège pour restaurer l'autorité de l'État dans cette province. Des actions qui nécessitent l'implication et l'accompagnement de tous, a-t-il dit. Le fait que Bunia soit fréquentable, le fait que nous venons, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un travail qui a été fait. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres choses qui restent à faire. Il faut contribuer là-dessus. Les raisons pour lesquelles l'état de siège a été installé, mais il faut comprendre que c'est un processus, un long processus. Les espoirs sont énormes. Depuis plus de 25 ans, cet espace du territoire national est sous les affres. Et l'image qu'on donne aujourd'hui, que l'Ituri donne aujourd'hui au monde et au pays, c'est quoi? L'image, c'est tuerie. L'image, c'est massacre. L'image, c'est viol. L'image, c'est groupes armés. Il va falloir que nous travaillions pour que cette image change et qu'on parle désormais développement. Ce vendredi 26 août, Corneille Nangaa va animer une conférence sur le thème « Jeunesse congolaise, paix, élection et développement » et c'est là sur invitation de l'Université de Bunia. En santé, 121 cas de contamination à la tuberculose dans la prison centrale de Bunia. Les couloirs de cet établissement pénitentiaire ont tout d'un mouroir avec 3 sujets en état critique et plusieurs autres sous traitement. Le directeur de ces pénitenciers a tiré la sonnette d'alarme. Outre la tuberculose, tous les autres maux que traîne la carence en eau potable y font surface, notamment la diarrhée. Autre chose, une ancienne villa appartenant à l'ancien président de la République démocratique du Congo, alors Zaïre, feu le maréchal Mobutu, vient d'être vendue en Suisse à une société anonyme par l'unité de banque suisse. Information confirmée par le porte-parole de la dite banque, confirmant une précédente du quotidien 24 heures paru le samedi dernier.
Cette action qui ne profite ni à la famille biologique de l'ancien président, ni à la République, pousse les Congolais à se demander à qui profitent les investissements de certains compatriotes au pouvoir à l'étranger. Baz Bouanakawa nous fait découvrir les avis des observateurs. Peut-être une bonne leçon pour ces dirigeants africains en général et congolais en particulier qui n'arrêtent pas d'investir ou de placer leurs comptes et avoirs colossaux à l'étranger, surtout en Occident, en lieu et place de le faire dans leur propre pays. Si Dieu est le seul à savoir si le maréchal Mobutu avait détourné les deniers publics pour s'en servir à des fins individuelles, les laboratoires fiduciaires occidentaux confirment par contre qu'il s'est enrichi illicitement au détriment de son peuple. Ce qui est curieux, c'est l'adresse du placement de ces fonds cités, qui n'est jamais les territoires congolais, mais plutôt les banques européennes, lesquelles président même au financement des travaux de construction des propriétés immobilières telles que cette villa dans les cantons de Vaud en Suisse, appartenant à l'ancien chef de l'État RD congolais, alors Zaïre, ainsi que son domaine à Savigny, lesquels coûteraient environ 16,7 millions d'euros. Vendus à 5,5 millions d'euros par l'Office de poursuite Lavoaron aux enchères à moins de 30 minutes après une première vente en 1997 suite à la mort du maréchal, puis racheté en 2001 pour un coût de 2,8 millions d'euros avant d'être rénové avec plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, c'est la fin d'une longue saga. La villa et les domaines de Mobutu appartiennent désormais à une société anonyme et les domaines actions réalisées par la banque IBS qui les a vendus à un prix satisfaisant, a indiqué ce samedi Jean-Raphaël Fontanaz, porte-parole de la dite banque, confirmant une information du quotidien 24 heures parue le même jour. Il n'a pas voulu préciser le montant exact de la transaction. La vente a déjà été faite il y a quelque temps, a-t-il simplement ajouté. Si l'identité du nouveau propriétaire du domaine des Miquettes, imposante maison de maître, qui a autrefois appartenu à l'ex-président congolais Mobutu Sese Seko, reste un mystère, un nom ressort néanmoins dans ce dossier. Les promoteurs et hommes d'affaires genevois Ronald Zacharias. La question que peuvent se poser plusieurs observateurs serait de savoir pourquoi c'est la banque suisse qui s'occupe de la vente de ces biens propres à un particulier, et la réponse n'a pas tardé. Selon les services suisses, l'argent du dictateur, acquis par des moyens non officiels, ne pouvait rester sien sans une action disciplinaire de la part de la justice. Mais quelle justice? La meilleure ne serait-elle pas celle qui restitue au trésor public congolais ce qui lui a été illégalement soutiré? Non, car la loi du plus fort reste la meilleure. Au final, la Suisse dit avoir retrouvé et bloqué quelques 7,6 millions d'euros de M. Mobutu, la RDC n'ayant pas été en mesure de conduire une procédure judiciaire respectant les règles de l'état de droit. À la fin de la période de blocage, l'argent aurait été libéré et restitué aux héritiers de celui que les gestionnaires des comptes d'hier appellent aujourd'hui dictateur. Cela reste à vérifier. Et la part de la RDC, l'amitié avec la Suisse. Allons élection en dehors de nos frontières, en Angola, les résultats provisoires de la présidentielle de mercredi dernier donnent le MPLA de Joao Lorenzo vainqueur avec 51,7% de suffrages devant Adalberto Costa Junior de l'UNITA, parti de l'opposition crédité de 44,5%. Des élections qui se sont déroulées dans de meilleures conditions selon la commission électorale qui était hier en conférence de presse. Le président sortant est réélu devra faire face à plusieurs défis, entre autres la réduction de la dette et sa dépendance pétrolière. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. Entre-temps, restez toujours branchés au programme de Tosungana TV.